ça marche bien, ça creuse assez vite. Et encore là, c'est un bois très dur que j'ai pris, ce qui était joli, mais il est vraiment dur. Donc voilà, je vais creuser. Alors souvent, en plus, on commence à creuser l'herminette, on finit autour. Donc un bol, c'est à peu près 3 quarts d'heure pour un artisan gaulois qui en fait depuis longtemps. Moi, par exemple. Du coup, ouais, sachant que pour un débutant, c'est 2 jours pour un bol. L'apprentissage est assez long. Alors qu'une cuillère, c'est beaucoup plus rapide. C'est vraiment plus facile une cuillère. Le bol, c'est quand même le tour à bois, comme ça, c'est une technique très particulière qui est un peu longue à acquérir. Au bout d'un moment, je vais creuser l'intérieur et il me restera que ça. Hop. J'aurai creusé tout autour de mon système et je vais pouvoir casser le bout parce qu'il ne restera pas grand chose au milieu et j'aurai fini la sculpture du bol. Et là, je peux nettoyer avec, j'ai plein d'outils. Les Gaulois ont déjà plein d'outils, le forgeron de village fait plein d'outils. On aiguise déjà beaucoup. L'aiguisage, c'est super basique en fait. On va au bord de la Garonne, on trouve des galets, on peut aiguiser un outil. Donc voilà, là j'ai un couteau en forme de crochet, je vais pouvoir nettoyer le fond du bol. Et il est fini d'être sculpté, mais il est plein d'eau, donc je vais le faire sécher pendant 3 mois. Si je le mets en plein soleil, en 2 jours, voire en une journée, il est sec. Mais il va être fendu de partout. Et si je le mets dans un environnement sans soleil, avec une température... En fait, le fond d'une grotte, c'est idéal. Enfin, pas toutes les grottes, mais il ne faut pas que ce soit trop humide non plus. Mais voilà, si j'avais une grotte chez moi, j'aimerais bien avoir une grotte chez moi, mais ça ne se fabrique pas. Du coup, et voilà. Mais vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas vu, cette maison, c'est la première maison du village. C'est mon atelier d'hiver, quand il fait pas beau. Et c'est une grotte, c'est pour ça que je suis dehors, c'est qu'en fait il n'y a pas de lumière. Il y a juste une petite porte et du coup c'est les conditions idéales pour faire sécher quoi. Il y a des gros murs. Voilà. Au bout de 3 mois, ma vaisselle elle est sèche. Du coup elle n'a pas fendu mais elle s'est déformée. Ce bol, vous le voyez ovale, il était rond quand je l'ai fait et il peut avoir plein de déformations. Ça n'empêche pas de manger avec. Pour la vaisselle ça marche bien. Après pour tout ce qui est la limite du bois vert, de l'utilisation du bois vivant, c'est si on veut assembler des pièces. Ça veut dire que si je voulais faire assembler cette planche avec ce pied, vu que ça va réduire, on va pas réussir à l'adapter bien. Donc tout ce qui est assemblage de pièces, c'est moins idéal, mais par contre pour ce qui est une pièce sculptée, c'est vraiment bien. Pour la vaisselle, du coup les Gaulois ils mangeaient direct avec, une fois que c'est sec. On va pas l'huiler, on va pas le graisser parce que ça coûte cher. Et en fait dans la nourriture il y a déjà du gras, donc c'est la nourriture, le gras de notre nourriture qui va nourrir le bois, donc ça marche bien comme ça. Voilà, et après un des trucs, les Gaulois ils faisaient pas la vaisselle, enfin, ils faisaient la vaisselle des grands récipients tout ça, mais si les écuelles et les cuillères sont sculptées, c'est pour dire ça c'est ma cuillère, ça c'est mon bol, à la fin du repas je le pose sur une étagère. Et je le lèche et je le pose sur une étagère et après je remange avec. Voilà. Et pour le bois c'est idéal, comme il n'aime pas trop l'eau, voilà, ça permet de ne pas faire la vaisselle. Il y a des enfants devant moi. Ça veut dire que si un jour vous mangez la vaisselle en bois, vous n'aurez pas à faire la vaisselle. Mais toi t'as jamais fait la vaisselle encore dans ton âge. Qu'est-ce que je vois en premier? Voilà. Hein? Moi je suis petite, elle vous a dit. Quoi? Moi je suis petite. Ah.
besoin plus de honte. Hop là, allez Léo. Nar et Léo. Je prends mon On est bon là, on a fait Ouais. Je me positionne sur le cuir et je frappe plusieurs fois sans bouger avec la massette de bois. Ouais. Et tu tapes dessus. Allez. Tu as déjà fait ça? Vas-y, continue. Vas-y. Fort. Je m'arrête pas. Non, continue encore un peu, je pense. Vas-y, c'est bon? C'est bon? Oh, pas mal. Léonard, qu'est-ce que tu fais? C'est pas trop Non, over le milieu, non, mais bon. non. Tu te laves pas les mains dans la baissine? Le motif On l'a déjà est fait, celui-là. définitivement imprimé sur le cuir. Regarde les autres poinçons, tu découvriras les motifs différents. Ben, super. Voilà. Ouais, Toi, tu l'as le cuir? Non, je l'ai pas mis en commun. Après, t'as plusieurs trucs, mais... Mais après, C'est un clair, si tu veux. mais je peux pas le... Je peux le faire sur le... Bah oui, tu peux continuer. Hein. Là, c'est un papillon. Je sais pas si j'ai la place. Du coup, quand tu me repasses... Ah ouais, j'avoue. Ah, t'aurais dû... Ouais, mais il faudrait que je le remouille, etc. Bah après, c'est pas grave, tu remets. Oh, j'adore celui-là. Si maman elle revient, elle va trop faire celui-là. Et j'ai pas le. Faire un petit cuir et je le frappe plusieurs fois sans bouger avec la massette de bois. Attention, t'as pas les doigts. Le motif est définitivement. Ça va être bien réussi. Un voyage de 2000 ans en arrière quand vous êtes arrivé au village des Gaulois. Vous êtes arrivé entre moins 450 et moins 52 avant le début de notre ère. Dans cette période, on dit qu'on est au deuxième âge du fer. À cette période-là, il va y avoir des volques-tectosages. C'est le peuple du sud-ouest qui va vivre dans toute notre région, on va dire du sud de Toulouse jusqu'à peu près vers Tarbes. Et donc ces volques-tectosages, ils peuvent vivre dans des petites maisons isolées ou dans des villages comme celui où vous êtes. Et tous ces gens qui vivent à cette époque-là ne sont pas uniquement des guerriers, ils vont aussi être artisans. Donc ici, vous êtes dans la maison, on va te parler de l'artisanat du cuir. Alors, le cuir à l'époque gauloise, c'est pas une invention, hein. On pratique le cuir depuis des années, depuis l'aube de l'humanité. Sauf que ce qui change à l'époque gauloise, c'est que ça va être du cuir issu de l'élevage. Donc ça va être des animaux d'élevage, ça veut donc dire pas de sangliers hein, chez les Gaulois. On n'élève pas des sangliers, c'est que du cochon noir à cette époque. Il va aussi y avoir ici, qu'est-ce que ça peut être ça? Du mouton. Bravo. Donc on peut avoir du mouton blanc et du mouton vert. Vous êtes d'accord? Vous en avez déjà vu du mouton vert? Moi, je ai pas vu. C'est vrai? Ah, peut-être qu'il n'est pas vert alors ce mouton. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Vous allez peut-être pouvoir, en ouvrant la laine comme ceci, regarder la couleur qui est en dessous. Rapprochez-vous. Hein. Qu'est-ce que vous voyez comme couleur sous le vert? Du noir. Toi aussi? Ok. Moi, j'ai vu du On va marron. faire vérifier aux copines là-bas. Qu'est-ce que vous voyez? Noir ou marron? Ça va? Ça existe le mouton noir et marron? Noir oui, marron aussi. C'est comme ceux qui sont à l'entrée du village, les fameux moutons ouessants, qui représentent le mieux les moutons de l'époque gauloise. Ce sont des tout petits moutons très craintifs, mais effectivement on a récupéré leur laine et après pour la colorer en vert, on a utilisé des plantes. Ici pour ce vert profond, presque couleur sapin, on a utilisé de la fougère. Mais si j'avais voulu un mouton jaune, j'aurais utilisé des pelures d'oignon. Ça fait un super jaune aussi. Donc là on a nos moutons. Ici on va avoir un petit bébé. Ce bébé, ça va être le bébé de celui qui est à côté. Donc cet animal qui est là, il fait la taille du mouton. Il a 2 petites cornes et il fait un fromage qui sent fort. Qu'est-ce que ça peut être? T'as dit quoi? Exactement. Donc on a la chèvre et le bébé de la chèvre, c'est qui? Le chevreau. Exactement. Donc quand on a un petit, c'est souvent plus doux et ça peut permettre de faire des pièces qui sont d'une meilleure qualité, comme peut-être un petit gilet, sait-on jamais, puisque c'est vraiment très petit quand même. Et avec la chèvre, que l'on reconnaît bien grâce à une ligne de poils plus foncée au milieu du dos, on va pouvoir fabriquer un autre objet. Et cet objet, il est autour de moi dans l'atelier. Est-ce que vous voyez cet objet quelque part? Un autre objet fait avec la peau de la chèvre, par exemple, par ici, autour dans mon atelier. Ouais, bravo. Donc ici, nous avons une outre. Donc ça va être la grande gourde de l'époque gauloise. Cette outre, elle a été faite avec toute la longueur de la chèvre. On plie en de la peau, on fait une couture sur le ventre, et ensuite à l'intérieur, on va pouvoir mettre de l'eau, du lait, ou la boisson préférée des Gaulois. Quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est la boisson préférée des Gaulois? La bière.
La cervoise, c'était au premier âge du fer. Au deuxième âge du fer, ça évolue pour une boisson en 3 lettres, qui n'est pas l'eau, hein, évidemment. Évidemment. Donc le vin va venir d'Italie. Nous, sur notre territoire, à cette époque-là, les vignes ne poussent pas, donc pas de vin made in gaulois. Donc on va faire venir le vin d'Italie. Et là-bas, on va envoyer beaucoup de blé. On est réputé pour être le grenier à blé de Rome. Donc beaucoup de commerce avec les Italiens. Et une question. Pourquoi ici il y a du marron? Ici, il y a du marron parce qu'elle a pris le soleil un peu trop vite et donc elle a changé de couleur. Donc c'est vert jaune. Mais c'est mieux si on regarde que le vert, ok? Et moi, par contre, je ne travaille pas que la peau de l'animal, je travaille le cuir. Le cuir, c'est cette matière que vous avez sûrement dans des ceintures, des chaussures, des fauteuils à la maison ou des sacs. Et là, vous allez pouvoir toucher un cuir de vache. Et ici, comparer avec un cuir de chèvre. Normalement, vous allez sentir que ce n'est pas tout à fait la même texture, la même qualité. Donc, en fonction des animaux qu'on a, on va pouvoir avoir des objets différents qui vont être façonnés. Par exemple, avec le cuir de chèvre, on peut fabriquer la petite bourse qui est juste ici, comme un petit sac où je peux mettre mes outils. Et alors qu'avec le cuir de vache, on va pouvoir fabriquer celui-ci, le fameux casque gaulois. Donc ça, c'est la première version du casque chez les Gaulois. Ça me va super, je sais. Ça s'appelle une cervelière. Ça fait penser à quel mot, cervelière? Cerveau. Ouais, ça protège que le cerveau, c'est super. Donc ça veut dire que les Gaulois au début, ils avaient la cervelle qui était intacte, par contre le reste, pas du tout. Donc ils se sont dit, il va falloir trouver une solution. Qui dit problème, dit solution à la gauloise, on va rajouter quelque chose. On invente les paragnathides qui viennent sur les côtés. Ce casque en cuir est une copie d'un casque qu'on a trouvé en fer. Forcément, le cuir d'il y a 2000 ans ne perdure pas. Donc ici, on a copié ce casque en fer. Ce casque en fer a donc la partie cervelière, la partie paragnatide et une pique sur le dessus. À quoi elle peut servir cette pique à votre avis? On imagine que vous êtes archéologue et vous pouvez me faire vos pires hypothèses si vous voulez. À quoi ça peut C'est quoi ça peut servir? C'est la tête et la Moi j'adore cette option-là. Quand on met une petite lame sur le dessus et après c'est directement. Malheureusement, si l'ennemi se décale, eh bien on va pas pouvoir le voir, donc c'est lui qui va nous couper le cou. Donc non, ça ne sert pas à ça. Pour les fratries ou savoir les lieux d'où ils proviennent? Ça va être plutôt pour chez les Romains. On va pouvoir les identifier grâce à des plumées. Chez les Gaulois, c'est pas attesté, on n'est pas sûr, mais c'est possible. Par contre, ça va être défensif. Ça va vraiment servir dans le combat. Merci. Je donne la réponse. Parce que je sens qu'il est 15 heures passées et qu'on est tous fatigués. Du coup, ici, on va imaginer que maintenant c'est une épée. On veut donner un grand coup d'épée sur la tête du monsieur dans le casque. Et forcément, la lame rencontre la pique. Ça dévie la lame. Et donc, la force du coup est amoindrie et on n'est pas assommé. Ça permet de rester vivant. C'est ma ligne de survie, si vous voulez. Donc là, ici, vous voyez que le cuir permet de faire des objets en volume, que ici on peut avoir des protections sur les côtés. Donc cuir de vache, et si ça bouge, ça veut dire qu'entre les deux on a mis un cuir plus souple. C'était qui le cuir plus souple qui est passé entre vos mains? Donc sur un même objet, on peut cumuler des cuirs. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que c'est une matière qui va s'associer très bien avec elle-même, mais qui s'associe aussi très bien avec d'autres matières. Est-ce qu'autour de vous, vous voyez un objet qui allie cuir et bois? Normalement, c'est un objet assez visible. Plus grand que vous. Ouais, bravo. Donc là-bas, au fond, vous avez un coracle, c'est un bateau gaulois. Ce bateau gaulois, on en fait des démonstrations en été. Donc notre chef de village se met dans son bateau gaulois et va naviguer sur la Garonne. Sa nouvelle lubie, c'est qu'on ait tous notre coracle l'été prochain et qu'on fasse des courses. Donc on va voir si ça se fait, mais ça va être rigolo. Donc on prend du noisetier, on tresse l'armature et derrière, on va venir mettre un cuir immense. Donc ça veut dire que l'animal était déjà très grand. Un animal d'élevage très grand, qu'est-ce que ça peut être? Un éléphant. Vous avez dit quoi? Une vache. Une vache, effectivement. Ça peut être une vache ou un bœuf. Et donc, on va prendre sa peau et on va venir la mettre derrière. La partie, donc, fleur, c'est la partie qui est à la surface, elle est au contact de l'eau, elle est graissée, ça fait la flottaison. Et la partie chair est vers l'intérieur. Pas pour une raison particulière, mais puisque l'autre côté était plus pertinent en étant imperméable, c'est pratique. On peut peut-être éviter d'aller derrière. Et donc, ensuite, on va avoir une seule pagaie. Cette pagaie, on va l'avoir comme ça, et on va faire une forme de 8 dans l'eau. Aux deux croisements des brins du 8, il va y avoir un sillon qui se forme, et le bateau peut s'y engouffrer et aller tout droit. Moi, la première fois qu'on m'a dit on navigue avec un coracle avec une seule pagaie, je pensais qu'on allait tourner en rond tout du long. Donc voilà, c'est pour ça que j'explique cette histoire de brin de 8, c'est pour pouvoir aller tout droit et éviter d'avoir le mal de mer au bout d'un moment, c'est quand même mieux. Ça ne veut pas dire qu'à l'été prochain, je ne vais pas naviguer en rond quand même, parce que ça demande énormément de muscles, mais ça va venir. Donc on était sur le cuir et le bois. Et puis après, on peut aussi mélanger le cuir avec de l'osier. Ici, il va y avoir le seul bouclier rond que vous allez voir dans le village qui est terminé. Ce bouclier rond est un bouclier de cavalier.
C'est fait avec une structure en osier, 2 heures à faire, 20 minutes à casser, qu'on recouvre de cuir pour passer à 30 minutes sans casse, et on va terminer notre bouclier avec un embo qui peut être en bronze ou en fer. Cet embo en métal, il est pile en face de ma main. Donc ça va permettre de dévier les coups, et donc notre guerrier, quand il va être attaqué, il va avoir tous les coups qui vont venir sur les côtés. Le bouclier va donc casser plutôt sur les bords, et jamais au niveau de ses doigts. Donc il garde ses doigts, ce qui est quand même super important sur un champ de bataille. Notre cavalier, s'il est super riche, il peut avoir autre chose. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait aller sur un cheval, peut-être? Ouais, vous l'avez juste à côté, mais on va voir si les enfants sont avec nous. Les enfants, vous avez repéré la selle ou pas? Oui. Ouais, montrez-moi avec la main. Ouais, super. Donc parfait. Ici, on a la selle de notre cavalier. On a la tête du cheval par ici. Les cornes de l'avant servent à transporter le reste de l'équipement du cavalier guerrier qui s'installe là. Et les cornes de l'arrière, c'est le taxi. C'est-à-dire que sur un champ de bataille, notre guerrier gaulois, il ne va pas être désorganisé. Il va y avoir des lignes. Donc la première ligne va partir au combat. Forcément, il y a des cavaliers et des guerriers piétons. J'adore. Et donc on a des guerriers piétons et des cavaliers qui vont tous ensemble attaquer les autres. Sauf que forcément, le cavalier guerrier, il est super rapide. Donc le piéton, il va profiter de sa vitesse et il va s'accrocher sur la corne de l'arrière avec le coude, lever les jambes et se faire transporter sur le flanc du cheval. Vous êtes donc face à un taxi de 2 places, gaulois. Vous imaginez un peu la dégaine? On a un cavalier guerrier et 2 guerriers de chaque côté accrochés pour aller défendre du romain. Cette scène, on sait qu'elle existe puisque les Romains en ont parlé dans leur texte. Donc c'est aussi un autre moyen de savoir qu'on a du cuir à cette époque-là. C'est quand les objets gaulois ont été repris par d'autres peuples qui en parlent à l'écrit. Les Gaulois n'écrivent pas, donc forcément, nous aujourd'hui, on est obligé de faire avec ce qu'on a. C'est un large jeu d'enquête. Et puis après, nous allons aborder la partie technique qui va intéresser les enfants. C'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, vous allez être un peu reconstituteurs. Vous allez apprendre le métier de, on va dire, maroquinier gaulois. Vous allez faire des décors dans un morceau de cuir. C'est la technique qui m'a servi à faire cette ceinture que vous allez tester. Cette technique, elle s'appelle la technique au matoir. Le matoir est un outil qu'on vient tamponner dans le cuir. C'est pas juste comme ça. Dans le cuir, ça se prépare. Ça veut dire que c'est un peu comme un dialogue qu'il va y avoir avec lui. Parce que si vous le prenez comme ça et que vous tamponnez la forme dedans, certes, ça va marquer, mais ça va pas rester. Pour que ça reste, il faut faire une étape très importante et super facile, celle-ci. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je mets juste un peu d'eau dessus. C'est pas la peine de mettre le rond de cuir dans l'eau directement, c'est trop. Donc on prend avec le doigt et on frotte sur le cuir jusqu'à ce qu'il ait changé de couleur. Quand je passe la main par-dessus et qu'il reste l'alvéole foncé, le cuir est OK pour être travaillé. Donc à ce moment-là, on va pouvoir choisir un matoir. Donc c'est un objet qui va avoir un petit manche et qui va avoir, donc ici c'est le matoir, le manche, et le bout il va y avoir le décor que je veux mettre dedans. Si on se met juste comme ça, on voit rien du tout. Donc on va y aller avec la méthode gauloise. On se met à plat, on prend le matoir dans la main la plus faible, on positionne et ça ne doit plus jamais bouger. Et avec la main la plus forte, à votre avis, on fait quoi? Ça s'appelle comment les enfants ça? Presque, c'est un maillet. Et on y va. On y met un peu toute sa force, mais il ne faut vraiment pas bouger, hein, sinon le décor il va pas être net. On peut se faire aider. Hein. Une fois que ça c'est bien fait, on va avoir notre petit décor qui va être incrusté pour toute la vie dans le cuir. Sauf si on remouille le cuir. Donc il ne faut jamais remouiller le cuir, sinon le décor va disparaître. Bon, je vous rassure, vous allez avoir des décors beaucoup plus jolis que celui-ci. À chaque table de l'atelier des enfants, il y a des feuilles, des fleurs, des papillons. Vous pouvez choisir tous les motifs qui vous plaisent ou tenter d'exposer à votre toile. C'est bon, hein? Waouh! C'est pas trop beau. T'as fait un perfect là. Allez, juste là, maman. Julie. En fait, je t'ai vu passer, on est retourné au... Il n'avait pas touché le cuir. On est retourné, on a fait encore une partie et je t'ai vu pas le faire. J'ai attendu qu'il est fini, on t'a rejoint.
Bon. Viens m'asseoir sur le banc là. Tu veux essayer? Suffira? Vas-y, assieds-toi sur ce bois. Alors, est-ce que j'ai tout le monde? Ça a l'air plus grand monde arrivé. Ah, peut-être que si. Mais effectivement, il y a pas mal de monde. Bon, dans tous les cas, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Rebonjour à tous les autres. Là, le sujet que l'on va aborder ici, c'est la monnaie. Puisque les Gaulois, comme beaucoup d'autres peuples depuis, et comme beaucoup d'autres peuples à la même période qu'eux, eh bien, frappaient des pièces de monnaie. Ces pièces, bon, ne ressemblent pas forcément à celles que l'on connaît aujourd'hui, à nos pièces en euros. Parce que les pièces gauloises, elles ressemblaient à peu près à ça. Alors, c'est une photo, on a zoomé pour pouvoir avoir des images à peu près correctes, mais ça reste quand même assez stylisé, on va dire, pour être gentil. En fait, c'est des pièces avec de la pierre. Bon, ces pièces que les Gaulois fabriquaient, ce ne sont pas eux qui les ont inventées. À tout hasard. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée connaîtrait le peuple qui a été le premier à fabriquer des pièces de monnaie? Oh là, non, pas les Vikings, puisque les Vikings c'est bien après les Gaulois, donc c'est clairement pas les Vikings. Les Égyptiens? Non. Les préhistoriques. Ah, c'est pas vraiment un peuple. Les Romains non plus. Les Gaulois. Ah non, ils ont copié à quelqu'un d'autre. Ils ont copié quelqu'un d'autre pour faire leur pièce. Alors parmi les adultes, une idée? Byzantins, ah j'ai entendu les Grecs par là. Ah parce que les Grecs sont effectivement les premiers à avoir fabriqué des pièces. Ces pièces que les Grecs utilisaient ont gardé le même nom pendant très longtemps. C'était des drachmes. Ce qui faisait que leur monnaie, avant qu'ils ne passent à l'euro, était la monnaie la plus vieille au monde. Bon, c'est très bien pour eux. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout que leurs pièces, à eux, ne ressemblent pas du tout, mais alors pas du tout, aux monnaies gauloises. Parce que les Grecs, quand ils dessinent, quand ils font des représentations de la nature, considèrent que un bon artiste doit représenter la nature telle qu'elle est, au point de tromper les animaux et l'homme. Bon, cette pièce est très jolie, mais moi je vais surtout m'intéresser à la monnaie du peuple qui vivait ici, la monnaie des Volques-Tectosages. Les Volques-Tectosages, eux, ils avaient une pièce dont le motif, quand il est complet, qu'on le reconstitue, va ressembler à ça. Parce qu'en fait, lorsqu'on a une pièce gauloise, on n'a jamais la totalité du motif. On a toujours un fragment. Sur la première photo que je vous ai montrée, il y en a même qui n'ont pas le dessin.
Bon, pour autant, quand on retrouve une pièce comme ça, on sait qu'elle vient des volques tectosages. Mais moi, cette pièce me chiffonne. Ce dessin que les volques ont utilisé m'embête. Pas parce que ça ressemble à Picasso, parce que de toute manière, ce ne sont pas les Gaulois qui vont l'avoir copié. C'est plutôt parce que là, il y a deux animaux. Des dauphins. Et c'est quoi le point d'eau le plus proche d'ici? La Garonne. Bon, c'est bien, je n'ai pas eu droit ni à la Méditerranée, ni à l'Atlantique, ni à l'Antarctique. Oui, on a déjà eu droit à ça. Donc là, on a des dauphins. On a deux dauphins sur la pièce. Mais on est tous d'accord qu'il n'y a pas de dauphins dans la Garonne. Et qu'il n'y en avait déjà pas à l'époque gauloise. Alors comment est-ce qu'on se retrouve avec une pièce ornée de dauphins? Copié. Ils ont copié? Ils ont copié, effectivement. Et ils ont surtout copié la pièce que je vous ai montrée un petit peu plus tôt, la pièce grecque. Cette pièce grecque est elle aussi ornée de dauphins. Et cette pièce grecque, par contre, nous vient de Syracuse. Syracuse, on est d'accord, c'est pas la porte à côté. Alors comment les Gaulois, comment les volques tectosages ont pu récupérer cette pièce de Syracuse pour copier son motif et faire leur propre dessin? Le commerce. Mais comment est-ce qu'on récupère la pièce? Il y en a qui ont dit le commerce, mais est-ce la seule possibilité? Le pillage, le vol. Les voyages, ah oui, pourquoi pas. Et sinon, on a une troisième possibilité, c'est tout simplement le mercenariat. Le fait d'être embauché comme mercenaire. Et les enfants, vous savez ce que ça veut dire ça, un mercenaire? Non. Bon, alors c'est un mot un peu compliqué, donc moi je vais faire une explication très simple, qui j'espère vous conviendra. Un mercenaire, c'est comme un joueur de foot. À la différence que le joueur de foot tape dans un ballon, et le mercenaire, lui, va faire la guerre. On est d'accord que les joueurs de foot professionnels, surtout, quand ils sont dans un club, des fois, le club d'à côté leur propose beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils changent de club, tout simplement. Ils ne sont pas loyaux à leur club, ils vont être loyaux à l'argent que l'on va leur donner. Ils vont là où on leur donne le plus d'argent, tout simplement. Le mercenaire, il fait pareil, sauf que lui, donc, il fait la guerre, et donc c'est en termes d'armée qu'on va parler. Quand il est dans une armée, et qu'une autre armée lui propose plus d'argent, il change d'armée, tout simplement. Bon, grâce à ça, les Gaulois et les volques tectosages en particulier vont être connus un petit peu partout, tout autour de la Méditerranée, pour être de très très bons guerriers. Et si on est de très bons guerriers réputés comme étant des mercenaires, quand il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous recrute. On nous recrute pour avoir des hommes en plus. Et c'est ce qui va se passer en environ 218 avant notre ère, quand on a un grand général, très grand général, qui est passé par ici. Ce général se battait contre Rome. Et il a quand même laissé son nom dans l'histoire. Ah non, pas Vercingétorix. Non, je parle de bien avant Vercingétorix.
Et surtout, je parle de quelqu'un qui vient du nord de l'Afrique. Hannibal. Hannibal. Alors Hannibal Barca, hein, pas un autre. Donc, Hannibal, c'est un grand général qui vient de la ville de Carthage. Carthage, c'est une ville qui se trouvait en Tunisie, dans le nord de l'Afrique, et qui était aussi puissante que Rome, au point qu'elle lui faisait de l'ombre. Les Romains n'appréciaient pas trop. Il y a eu une première guerre entre les deux. Rome a gagné cette première guerre. Les bateaux de Carthage ont tous été coulés. Mais pour aller de Carthage jusqu'à Rome, on doit franchir la Méditerranée. Donc on a besoin de quoi? De bateaux. Bon, Hannibal, lui, il n'avait pas très bien digéré cette défaite et il voulait sa revanche. Mais il n'avait plus de bateau. Alors il a fait comment? Il a pris un bateau. Ah, ça lui aurait pris beaucoup de temps. Il n'est pas parti à la nage non plus, parce que là, avec toute son armée, ça l'aurait bien embêté. Il a choisi de faire le tour de la Méditerranée. Il a contourné la mer. Il est parti avec des dizaines de milliers d'hommes. Près de 110 000 hommes. Ouais. Pourquoi il n'est pas parti en cheval? Il est parti avec des archers, des cavaliers et leurs chevaux, des piétons, et même une bonne trentaine d'éléphants de guerre. Bon, donc il a contourné la Méditerranée, il a franchi le détroit de Gibraltar, il est arrivé en Espagne. À ce moment-là, il s'en est donné à cœur joie parce qu'il y avait beaucoup de mines d'or et d'argent. Comme ça, il augmente en plus sa fortune. Et puis il a franchi les Pyrénées. À ce moment-là, il arrive où? En Gaule. En France, ouais. En Gaule. En Gaule. Et en bleu. En Gaule. En Gaule. Bon, il est arrivé dans le sud de la Gaule. On va pas dire un endroit précis, mais surtout, eh bien, il a convoqué tous les chefs. Tous les chefs gaulois, et il leur a dit un marché très simple. Vous me laissez passer. En plus, je vous recrute comme mercenaire et en échange, je vous donne de l'or et de l'argent. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit les Gaulois à votre avis? Banco. Bah oui, c'était leur métier après tout. Donc Hannibal a poursuivi son chemin vers l'Italie, a franchi le Rhône, et puis est arrivé à l'endroit où les Alpes plongent dans la Méditerranée. Cet endroit, à l'époque, c'était le seul point de passage entre les montagnes et la mer. Il n'y avait pas encore tous les tunnels sous les montagnes. Sauf que Rome était au courant depuis longtemps qu'Hannibal se déplaçait avec une armée colossale. Ça prend des semaines pour se déplacer. Donc évidemment, toutes les légions romaines étaient situées à un endroit. Cet endroit où Hannibal était obligé de passer. Ben, il a fait quoi alors? Il est allé se battre. Alors là, j'entends, il a contourné. Là, on me dit, il est allé se battre. Il va préférer contourner, puisqu'en fait, il est certain de perdre s'il attaque l'armée romaine de front. Il a moins d'hommes que les légions romaines. Donc, il a décidé de passer en plein milieu des Alpes, au mois d'octobre. Bon, et puis, il ne faisait pas aussi chaud que ces dernières années. Donc, de sa bonne trentaine d'éléphants, la majorité sont morts. Il n'y en a que 7 qui sont redescendus. Et puis, de ces hommes, eh bien, il va en perdre un tiers. Mais est-ce que les éléphants sont encore vivants? Bah non, il n'y en a plus que 7. Ouais. Mais par contre, vu qu'Hannibal était allié à Syracuse à ce moment-là, eh bien, il va payer les Gaulois qui auront survécu au trajet et aux batailles qui suivirent avec justement la monnaie de Syracuse. Bon, là je vous ai fait toute une histoire, tout un speech pour
un des côtés de la pièce. Mais une pièce, ça a combien de côtés? 2. Bon, je vous rassure, le deuxième côté, ça va pas être aussi long. Le deuxième côté de la pièce, de la monnaie gauloise, va ressembler à ça. Si le premier côté a valu à ma monnaie le nom de monnaie cubiste, le second va permettre de la ranger dans une autre catégorie, celle des monnaies à la croix. Donc on a une croix au milieu de ma pièce de monnaie. Et je rappelle que cette croix n'a absolument rien à voir avec la chrétienté, puisqu'on est bien avant la naissance de Jésus-Christ. Par contre, chez les Gaulois, une croix dans un cercle va représenter une roue de charrette. Drôle de motif à mettre sur une pièce, non? Oui, mais la roue de charrette chez les Gaulois, ça va représenter autre chose. Ça va représenter le soleil. Ah là, c'est tout de suite un petit peu plus logique, puisque le soleil, c'est un dieu pour les Gaulois. Et puis, le soleil va quand même symboliser une certaine richesse aussi. Ensuite, sur ma monnaie, je vais retrouver d'autres éléments. 4 croissants, évidemment, de lune, pas ce qu'on mange. Et puis, des objets un petit peu plus au centre de ma pièce. Au premier, une hache. Alors la hache, chez les Gaulois, ce n'est pas une arme. C'est uniquement un outil. Donc on a la hache juste ici. Et en face de la hache, on a un autre objet. Là où j'ai mon doigt. Cet autre objet que les Gaulois vont pouvoir représenter sur leur pièce, en haut, eh bien, c'est ce qu'on appelle une fibule. Alors une fibule, c'est un objet qui va permettre non seulement de montrer à tous sa richesse, mais aussi d'attacher les habits entre eux. Et puis après, au milieu, un petit peu plus au milieu, j'ai encore un autre objet, mais celui-là est en double. Mais celui-là, les archéologues ne sont pas d'accord sur sa signification. Donc moi je vais vous proposer un petit jeu. Je montre à tout le monde l'objet. Lorsque vous voyez l'objet, si vous avez une idée, vous la gardez pour vous. Et lorsque je serai revenu ici après avoir montré à tout le monde, j'écouterai les propositions sur la signification de ce symbole. Parce que les archéologues sont globalement divisés en deux groupes. Je ne vais pas encore vous dire sur quoi ils se disputent. Les deux points là. Et donc j'aimerais voir si tout le monde pense la même chose que les archéologues. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est ces deux points là? Des étoiles. Ah, oui. De l'or. J'ai entendu un grain de blé. Ouais. Alors des olives. Et toi, tu voulais dire quoi? Il sait pas. Une cacahuète, pourquoi pas? Des amandes. Ah. Alors c'est pas la preuve, mais j'ai entendu une pierre. Et justement cette réponse me plaît bien, parce que c'est une de celles que les archéologues vont penser. Alors monsieur, oui? Le plomb pour les fondre. Ah, mais laissez-moi expliquer quand même. Donc effectivement, la première hypothèse des archéologues va être une pierre, mais une pierre que l'on va utiliser en tant que balle pour les frondes. Alors, une balle de fonte, c'est ça, ça peut être en pierre, ça peut être en argile, en plomb.
Merci. C'est par terre, on en rajoute pas. Oh là là. C'est terrible ça, hein? Pareil, j'ai ma fille qui veut que le sable toute la journée. Ouais, c'est horrible. Hein? Oh là là, c'est incroyable. Et plus on leur dit d'arrêter, et plus. C'est tellement... Allez les gars. Oula, attendez. Mais regarde-la, elle. Ah bah là. Avec ta main gauche. Pourquoi c'est la main gauche déjà? Ah bon? Non, c'est la main droite. Oui, non, mais c'est ça. Oui, mais c'est la main bon, gauche c'est qui bon. tient. Ok. Voilà, comme Andro, c'est nickel. Ok. Eh ben, va falloir rester un bon moment. Hein. Attention, ne tape pas sur tes doigts. Mais pendant combien de temps? Jusqu'à que tu sens que c'est bon. Il faut éviter de l'enlever, de le mettre, je pense. Bah, je pense, mais bon, c'est facile. C'est bon, Ambre, c'est bon. Ok. C'est la pièce, elle est à l'intérieur. Mais je sais, mais. Ah, bah, il est collé. Bon, là. On va monter. Et en fait, vu qu'il est pas bien rond, du coup, il n'y a pas de problématique. Ah, c'est sympa. Ah, ça fait très beau. Ça fait joli, hein? On peut aller au restaurant. Bonjour. Les deux là. J'ai juste un pet. Hein. Comme ça, vas-y. Ouais, mais. Voilà. Fais-en un autre là. Non, là. Ça sera Pour le moment, j'ai fait ça. Je vais essayer de faire un soleil. Bon, mon corps, il aurait une sale tête, mais c'est pas grave. Voilà. Après,
rajouter des imperméabilisants autres, comme la cire d'abeille, la poire, comme ça. Vous pouvez aussi travailler avec certaines pièces alimentaires. On fait cuire du lait et le lait il rentre dans la... Il y a la caséine, je crois que ça s'appelle, enfin, quelque chose qui du coup rend un peu imperméable aussi les... La caséine. Non, la caféine, non. Donc il y a déjà ça pour augmenter un peu l'étanchéité.